Et on est en direct. Alors, à l'intérieur, Jean-Paul Alduy, bonjour. Vous êtes les auteurs, mais il y a aussi des gens en plus dedans, on en parlera après, avec une préface de Janvière du livre Perpignan, laboratoire social et urbain. On est à un an des préfaces de Janvière et de Rachidi Yassine. Alors ça, on en parlera parce qu'il me semble que vous l'avez fait condamner, fut un temps, pour distribution après l'affaire des chaussettes de tracts. C'était pas lui? Ah bon, autant pour moi, j'ai cru que c'était lui. J'ai toujours eu un rapport avec Rachid, encore une mauvaise fake news. Ouais. Non mais c'est bien, vous pouvez démentir de suite. Donc. J'ai toujours eu un respect total pour Rachid, même si on était en effet avec une discussion solide, hein, et chacun avait ses convictions. Tu aurais dû venir mardi au colloque. Mais moi je croyais que c'était le soir. Quand j'ai demandé à Fabien Palais, il m'a dit tu l'as raté. Je lui ai dit bravo les gars quoi. Merci les potes. Enfin bon, la question n'est pas là. Donc on n'est pas loin des élections des municipales. Est-ce qu'il y a un rapport le fait que ce sorte maintenant? Est-ce que vous n'aurez pas voulu le sortir avant ou après? Non, c'est une question. Hein. Non, aucun. Et d'ailleurs, j'avais commencé le colloque en expliquant bien que il fallait qu'il n'y ait aucun malentendu. Ce n'est pas d'une rentrée politique. Alors, je le disais d'ailleurs, ça peut en décevoir quelques-uns, mais ça va surtout en rassurer beaucoup, notamment dans la classe politique. Non, on a eu peur qu'à l'intérieur, se présente à Perpignan, c'est voilà, pour ça. C'est ça. Et en fait, moi j'ai écrit tout ça, je vais revenir en arrière. Bon, c'est d'abord, je répète, une rencontre improbable, il faut le dire ainsi. Improbable, oui et non, parce que vous connaissiez d'avant. Oui, mais la rencontre... Au début d'Oxygène, il y avait Tarius qui traînait, qui travaillait pour analyser la ville. On ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Non, pas du tout. Non. Alain, je l'ai repéré un peu après, notamment quand il y a eu les deux derniers bouquins sur Saint-Jacques, c'est à ce moment-là. Mais on fin de siècle, un certain Perpignan. Donc. On n'a pas eu voilà, on s'est vu plusieurs fois, mais il n'y a pas eu une relation très précise. Hein. Et là, donc, je dis bien, une rencontre improbable, hein, où à un moment donné, il me dit, mais voilà, votre notion là d'archipel, c'est assez intéressant, j'aimerais que vous puissiez l'analyser un peu plus loin. C'est moi qui l'ai lancé. Hein. Non, c'est exactement, c'est Alain qui est venu me voir. J'avoue, j'étais tout à fait surpris, hein, je le dis net et clair. Hein. Et ma réponse avait été sortez-moi 10-20 pages, que je vois si je peux m'articuler à cela. Et j'avoue que quand j'ai lu les 20 premières pages, heureusement j'étais assis parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Je ne suis pas sur ce registre, mais... Vous savez écrire, Jean-Paul. Vous savez écrire, vous n'êtes pas analphabète quand même. Oui, mais je n'étais pas dans l'axe de la démonstration. En plus, je ne suis pas sociologue, et donc je n'ai pas ce regard-là sur la société. Et donc, franchement, je ne me voyais pas poursuivre à l'écriture les analyses d'Alain Tarius. Et il m'a dit, mais non, ça fait rien. On se vous voyez, lancez-vous. Et donc ça a commencé par une page blanche sur laquelle il est marqué archipel. Bon, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et puis bon, le fil de la plume a commencé, c'est un peu accéléré d'ailleurs, et au bout d'une semaine, j'avais sorti une quarantaine de pages que je t'ai envoyées. Et il m'a dit, ça va très bien, on garde ça, mais on complétera par des questions croisées pour qu'il y ait une articulation entre nos deux analyses. Hein. Par prudence, je t'avais placé après mon texte. Oui, tout à fait. Quand j'ai reçu 40 pages, je t'ai placé en ouverture du bouquin de Sage et Soi, parce qu'effectivement, tu donnais de l'archipel une analyse précise. Et complexe. Et c'est intéressant parce que, pour répondre à votre question, tout ça, il faut bien le remettre dans son contexte, c'était en novembre. Novembre-décembre de l'an dernier. Oui. Alors il se trouve que les éditions de l'Aube ont mis 6-7 mois à imprimer, publier, mais l'écriture, elle était complètement bouclée, y compris les questions croisées, à la fin de l'année dernière. D'accord. Fin de l'année dernière.
Bon, alors il se trouve que quand c'est sorti, ça s'est télescopé avec la fièvre monte, je ne vais pas dire à El Pao, mais à Saint-Jacques. À Saint-Jacques. Oui, oui, non. Et donc, tout de suite, évidemment, oh là là, donneur de leçons, il ferait mieux se taire que de parler de Saint-Jacques compte tenu de l'échec de sa politique sur Saint-Jacques. Enfin, j'ai eu droit à pas mal d'amabilité. C'est la moindre des choses. Pas de problème, j'accepte et j'en ai accepté d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec les élections de 2020. D'accord. Sauf que Alain m'a obligé à porter un nouveau regard sur la vie publique et à essayer d'en sortir le fil rouge, la force motrice. Ce qui, quelque part, orientait les priorités, orientait le projet urbain. Et j'ai découvert que ce qui l'orientait, c'était vraiment cette notion d'archipel. Être bâtisseur d'archipel. Et être bâtisseur d'archipel, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'écrivais que c'est finalement une notion très moderne, très actuelle. Si on veut vraiment donner à la politique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire être capable de construire un vivre ensemble, eh bien aujourd'hui, il faut admettre que la société n'est plus hiérarchisée, que la société fonctionne en réseau, et que donc, si l'on veut protéger les identités, protéger les religions, protéger les quartiers, protéger les villes, qu'elles soient petites, grandes, moyennes, etc., eh bien, il faut les faire fonctionner en réseau, il faut donc les faire fonctionner en archipel. Et donc, à partir de là, c'était l'archipel des quartiers, c'était l'archipel des communes, c'était l'archipel des villes, c'était l'archipel des religions, c'était l'archipel des cultures, etc., etc. Et donc, il y avait deux îles tout à fait étonnantes, qui étaient Saint-Jacques et l'île des Marocains. L'île des Marocains, disons que j'avais à peu près vu comment elle fonctionnait, je vais faire un certain nombre de choses quand même, notamment sur la cité ensoleillée. Bon. Par contre, l'île de Saint-Jacques a toujours été pour moi une énigme. Et bon, j'avais compris quand même qu'il fallait à tout prix protéger le patrimoine culturel des Gitans, le patrimoine urbanistique de Donc, Saint-Jacques. et les uns et les autres, vous êtes contre le bombardement de Saint-Jacques J'ai toujours été. Par les avions d'Olivier Amiel. J'ai toujours été, et si vous regardez, vous relisez le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Perpignan, il y a un chapitre tout à fait particulier sur Saint-Jacques, où il est inscrit qu'il faut protéger la trame urbaine de Saint-Jacques, c'est-à-dire la trame héritée du XIVe siècle. Il faut protéger la trame urbaine, il faut protéger la culture gitane, les modes de vie gitans, car ça fait partie du patrimoine de Perpignan à protéger. Et ça, c'était écrit noir sur blanc dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur qui date du début 2000. Hein, donc c'est écrit, on peut le vérifier. Ah oui, c'est clair, hein, et on n'a pas le droit de démolir ce qu'on veut. Hein. Oui, il paraît. Enfin, depuis la loi Elan, c'est moins sûr. C'est très précis. Hein. Alors, on pouvait démolir l'îlot Berton, ce qu'on a fait. L'îlot Carola avait été déjà démoli pour y mettre la mairie de quartier, un jeu de boules, un petit terrain de sport, etc. Et le reste, on devait le protéger. C'était clair et net. Et alors, Jean-Paul, que lorsque vraiment on était obligé. Je donne un exemple très concret. La rue des 15 degrés, c'est-à-dire la rue qui part de la place de la Révolution française et qui part en montant, elle était en ruine, totalement en ruine. Et aujourd'hui, personne n'imagine que c'était en ruine. C'est tout beau, tout propre, la rue est magnifique, etc. Donc on sait qu'on peut le faire. Alors certes, ça coûte, ça fabrique des déficits municipaux, c'est vrai, mais la NRU va tout payer, non? C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Il y a 100 millions comme ça jetés. L'ANRU et l'ANA arrivent en effet à permettre de réduire le déficit. Il ne faut pas se faire d'illusions. La ville est obligée de compléter le dispositif. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans l'analyse d'Alain. Parce que bon, moi j'ai refait les écoles, j'ai protégé, j'ai refait les routes, j'ai refait l'éclairage. Enfin, bof, j'ai pas réussi à faire l'essentiel, c'est-à-dire à comprendre le modèle économique et à faire en sorte qu'il y ait une dynamique économique sur Saint-Jacques. Et c'est ça l'apport d'Alain. Alain, il me fait découvrir que
Mais on pourra le laisser parler, il est à côté. Je termine ma phrase et après c'est lui. Me fait découvrir que les gitans ne sont pas ce que je crois. Oui, des voleurs de poules, tout ça, des guiseurs de couteaux, rempailleurs de chaises. Une société complètement misérable, Oui. Capable de vivre uniquement du RMI, enfin du RSA aujourd'hui. Et même à l'époque, on disait des allocations femmes, qu'on appelle ça. Obésité. Obésité. Oui, oui, la prime à l'obésité, voilà. La prime à l'obésité, il faut avoir tout ce qu'on a pu raconter. Hein. Bon, mais qu'au contraire, voilà une société intégrée dans des réseaux internationaux. La question étant, maintenant, comme hier, comment on peut mobiliser ces réseaux pour développer l'économie sur Saint-Jacques et développer la réhabilitation du patrimoine bâti. Alors maintenant, je laisse pas gagner. Alors, Alain, donc tu avais écrit fin de siècle un certain Perpignan. Est-ce que c'est pas ta manière, un peu comme Alexandre Dumas, en tête adjoint un nègre de luxe, entre guillemets, Jean-Paul, de faire 20 ans après? Parce que, à peu de choses près, c'est 20 ans après. Enfin, moi, j'aime bien Alexandre Dumas, c'est pour ça. C'est 20 ans après. Oui, et alors? Mais pas après des recherches sur les gitans de Saint-Jacques. C'est 20 ans après de nombreuses recherches, qui avaient démarré d'ailleurs avant mes travaux sur les gitans de Saint-Jacques, nombreuses recherches sur les réseaux, notamment méditerranéens, de l'économie souterraine mondialisée. C'est-à-dire de la mer Noire aux Balkans, des Balkans Italie du Sud, Sud-France et Levant espagnol, quoi. Plus les réseaux Casablanca, Bruxelles, passant par Lyon, avec un passage par Gênes et Turin et un passage par Francfort et Bruxelles. Donc, c'est ces travaux-là qui m'ont permis d'identifier la réalité de la situation économique des Marocains, étape en étape à Perpignan, étape sur de vastes circulatoires. Les Marocains ont migré 1 200 000 entre 1991 et 2001, ont émigré vers l'Europe, et ils ont émigré par relais réseau. C'est-à-dire le premier relais Alicante, relais avec l'Algérie, Alicante-Oran. Ils ont absorbé là les réseaux économiques algériens vers l'Europe et ils sont partis vers Barcelone. Et Perpignan a été pour eux significatif. Dans les années 95, Perpignan était un relais vers Andorre aussi, quoi. Donc, justifier une implantation, et puis, comme je le signalais déjà dans le bouquin précédent, 20 ans avant, et je le resignale, un immeuble entier de la cité ensoleillée, de 110 locataires, était peuplé par 90 familles marocaines qui possédaient 90 fourgons pour transport de marchandises vers le Maroc, vers Bruxelles, vers Andorre, depuis Andorre. Première implantation à Perpignan. Et puis ensuite, extension vers le Vernet, etc. Mais le statut d'articulation du dynamisme économique marocain, un réseau puissant d'économie souterraine avec le statut résidentiel à Perpignan, n'a jamais été interrompu. Ce qui s'est produit peu après, c'est que les Marocains qui avaient absorbé les Algériens à Alicante ont aussi absorbé des réseaux gitans. C'est-à-dire, si à Perpignan en 2005, il y avait une bataille de rue entre Marocains et Algériens, il y avait déjà des réseaux en place qui collaboraient depuis Alicante, depuis Valencia, notamment autour de marchandises chinoises vendues dans un entrepôt du port de Valencia, qui collaboraient vers Perpignan et puis bien au-delà.
Je signale notamment les groupes perpignanais de gitans qui vont vendre des produits chinois à Lille, à Lyon, à Sur les marchés, ils n'ont pas de patente. Non, non, ils vont vendre à la maison. D'accord. En vente. Tupperware, comme on dit. Tupperware, oui. Avec une très bonne sensibilité aux distributions sociales par type d'immeuble. D'accord. Les jeunes familles, on les aborde plutôt le matin, au retour des écoles des jeunes femmes. Les locataires âgés, on les aborde en soirée, fin d'après-midi et soirée. Bref, je parle de ça dans le livre. Mais là aussi, Perpignan est devenu, entre 2000 et 2010, pour des gitans, une façade toujours pauvre, c'est vrai, à Saint-Jacques, mais dans ces familles de Saint-Jacques, des éléments qui se sont installés souvent au Vernet pour avoir des garages ou des entrepôts, sont devenus une part active des réseaux de vente souterraine de produits d'usage illicite, de marchandises, quoi. Donc c'est les nouveaux chemins de Saint-Jacques. Les nouveaux chemins de Saint-Jacques. C'est des pèlerins du commerce, en fait. Tu veux bien dire ça parce que les grands pèlerinages évangéliques, notamment sur la Loire, cette fois servent d'alliance internationale, notamment entre des Sud-Américains, Brésiliens ou Colombiens, et les Portugais et Espagnols, et par contre-coup, les gitans de Perpignan, pour la diffusion de bijoux ou de choses comme ça, quoi, fabriqués en Amérique du Sud. D'accord. Tout ça se négocie pendant le pèlerinage. De cela, j'en parle dans le bouquin. Le bouquin, j'annonce ce qui est inaudible pour un habitant de Perpignan, ce que n'a pas voulu absolument entendre ni reconnaître un journaliste indépendant. Oui, Julien Marion, on ne lui dira pas. Je leur dis qu'il y a des initiatives économiques gitanes de premier ordre, directement branchées sur le réseau extrêmement moderne de diffusion de marchandises en économie souterraine, réseau européen. Quoi. Non, on va préciser que c'est pas la drogue dont on parle là. Pour la drogue, il y en a toujours, mais la question n'est pas là. Mais c'est ça qui est innovant, c'est que... Pour la drogue, avec la Miami Saouli, on a fait une enquête en 2000 qui a donné lieu à la publication d'un petit livre chez le Trabucaire qui s'appelle Naissance d'une mafia catalane, point d'interrogation. Pas oui, non, parce que sinon, c'est des coups à se faire tabasser, quoi. Jeunes de bonne famille, ah ben je l'avais lu, oui, je me souviens bien, oui. Dans le commerce des psychotropes. Ben, y en a qui n'ont pas changé d'avis. Entre Barcelone, Montpellier et Toulouse. On avait écrit un bouquin où l'on voyait bien que là aussi, c'était les gitans qui servaient d'arbres, qui cachaient la forêt. Oui, parce que c'est eux qui en pratiquaient aussi. Genre les drogues dures, héros et cocaïne. Mais on disait, en gros, c'est eux. Mais non, pas que. C'était sur un journal local, quand il est fait état hebdomadairement des séances du tribunal de grande instance. C'est elles... les populations gitanes qui sont signalées, nom, parfois adresse, à 70% des cas jugés. Alors que... Est-ce que c'est parce que les fils de famille échappent Alors que dans la forêt des fils de famille, seulement 12% des noms sont signalés. Parce qu'ils sont fils de famille, il y a une réputation à protéger, tu devrais pouvoir comprendre ça. C'est ta théorie, je trouve qu'elle est intéressante. Il y a d'autres théories. Voilà. D'ailleurs, on évoque dans ce bouquin.
Alors, Les pauvres sont là pour couvrir, donner un exemple à haïr aux riches et à la classe moyenne. C'est une tradition, ça aussi. Voilà. Mon point de vue, justement, en contactant Jean-Paul, Ouais. c'était que, d'une part, je trouvais particulièrement intelligente l'idée de l'archipel. Mmh. Ça nous éloigne des modèles du genre Béziers, Mmh. Ménard-Béziers, d'une centralité forte et de périphérie écrasée, quoi. Mmh. Il y a place là pour tous les éléments de périphérie. Il se trouve que les nouvelles centralités qui ont émergé de l'archipel au quai Vauban, la place de la République, Mmh. du côté de la gare, il se trouve qu'elles sont des centralités d'accueil et d'animation pour des classes moyennes et moyennes supérieures, quoi. Mmh. Les autres sont invités, les gitans, à l'occasion de concerts, des Marocains, idem, mais à l'occasion de concerts. Ils ne sont pas là pour partager des activités économiques, notamment, ou de proximité économique. Alors qu'ils pourraient livrer un lave-linge en 2-2 de très bonne qualité et peu cher. Absolument. Pas un lave-linge, mais bien des choses qui livrent déjà dans bien des régions françaises, italiennes et belges et allemandes, quoi. Donc c'est un peu but, les gitans, Tout ça quoi. est incompréhensible pour un Perpignanais, quoi. C'est-à-dire, on a une image. Les gens se cassent pas le tronc sur les gitans. Ils ont l'image classique. Bon, ils ont oublié les voleurs de poules. Ça y est, quand même, c'est rentré. C'est parce qu'il y a plus de poules aussi. Hein. Ceci aidant. Il y a l'école de combat. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qu'ils voient des gitans finalement? C'est des femmes en robe de chambre avec une marmaille piaillante qui jette des détritus. Et de temps en temps, un type avec une guitare. Donc, et comme ils n'iront pas au cœur de Saint-Jacques, où y vivre, ou y faire une balade. Mais il n'y a pas que Saint-Jacques à visiter. Oui. Quand on parle des gitans catalans, enfin, quand même. Il y a Millas, à Perpignan, Il y a Millas, le Vernet. il y a Figueres, il y a Gérone, il y a Barcelone Mmh. à visiter, parce que des familles travaillent en cohésion avec des gitans catalans, de leur famille ou non, Mmh. de Barcelone, la Mina en particulier. La Mina, c'est près de Badalona, entre Barcelone et Badalona. Et Badalone, c'est à côté de Barcelone, ça jouxte. Oui. C'est là où il y a le nouveau dessinateur de Corto Maltese. Bon, on s'en fout, mais La Mina est là, quoi, entre les deux. voilà. De Gérone, Mmh. Terre Rouge, près de l'hôpital, où il y a un entrepôt qui stocke des matières arrivées à Valencia par les bateaux chinois, notamment, pour les redistribuer aux gitans qui les apportent sur les marchés. Et la cohésion qui doit être le cosmopolitisme, qui ne se construit durablement que sur des relations économiques, évidemment, n'inclut pas les gitans, quoi. Sauf Sauf que. au marché Cassagne. Oui, voilà. Moi, ce qui m'interpelle dans les travaux d'Alain et les discussions qu'on a pu avoir, c'est qu'il nous démontre donc qu'il y a une économie forte. Oui. Et je dis bien, il y a la partie illicite, hein, la drogue, mais il y a la partie licite également qui est forte. Hein, qui est forte, moderne, capable de fonctionner avec tous les réseaux et tous les moyens de la modernité. Et pourtant, sur Saint-Jacques, il n'y a pas la moindre entreprise. Mais Il n'y a pas la moindre entreprise. Mais parce que si, expériences qu'on a oui. faites, je me souviens notamment sur le Haut-Vernet, on avait à un moment donné fait des box pour qu'ils puissent prendre des EHPAD et puis les démonter et puis faire un commerce de pièces détachées, Bon, et on avait fait des box particuliers parce qu'en effet il fallait éviter de polluer la nappe et donc il y avait une cuve pour récupérer les huiles, etc. Bon, on a fait des choses bien. Ça a duré, allez, 6 mois, 1 an maximum. Hein. oui. Très vite, ça s'est arrêté, ça n'a plus fonctionné. Il y a eu des luttes de clans qui ont fait qu'on est issus qui étaient vraiment présents. Donc, même sur des choses qui étaient relativement faciles, Oui, oui. on n'a pas réussi à fabriquer des entreprises. Hein. Quand ensuite il y a eu Ultimgat
j'avais pensé à un moment donné que les femmes gitanes auraient pu monter un atelier où on se... de mise en beauté, là, comme ça existe. Relooking, oui. Ouais, ben, ça fait en plus, hein. Il n'y a pas eu moyen de bâtir le projet. Il n'y a pas eu moyen de bâtir le projet. Donc, ce qui me frappe, c'est ce que montre Alain. Il y a un dynamisme de la société gitane à l'échelle internationale, et localement, j'en ai pas vu les effets. Est-ce que c'est parce qu'ils sont nomades finalement, et que la sédentarisation d'une activité, ils n'y arrivent pas? C'est psychologique, je veux dire. Tous sédentaires qui sont, ils restent nomades pour leur commerce, et donc on ne peut pas les sédentariser, parce que c'est pas leur manière de faire du commerce. Ils sont sédentaires à Saint-Jacques. Oui, mais ils y habitent, ils y commercent pas. On ne peut quand même pas croire qu'on va faire fonctionner la société Saint-Jacques simplement avec le RSA. Non. Le plan d'emploi, c'est pas possible ça. Et les emplois à la mairie, c'est pas possible. J'ouvre la partie gitane pour un cas exemplaire par rapport à la question que tu poses. C'est monsieur Ximénez. Oui. Xi, oui. Jiménez. Non, ça prononce Jiménez donc. Jiménez. Monsieur Jiménez. Ouais. Qui était artisan ébéniste. Tu vas dans le labyrinthe de Saint-Jacques, son atelier était véritablement l'atelier décrit de Gepetto qui faisait ses Pinocchio et compagnie dans une cave sordide, quoi. Je suis allé avec lui et son épouse à Barcelone, au Bains-Nord, entre la Rambla, la Grande Rambla et la Generalitat, un quartier d'antiquaires prestigieux. Ben oui, j'y ai traîné mes guêtres. Hein. Avec des ventes mondiales. Là, nous sommes rentrés chez plusieurs antiquaires, et notamment un qui évidemment a parlé catalan avec M. Jiménez, et lui a dit, en montrant un meuble, une marqueterie du XVIIe, ce meuble, tu l'as si bien refait que je ne le vendrai pas. D'accord. Bon, le petit artisan de Saint-Jacques, réparant des tables de platane pour les voisins, était aussi un artisan particulièrement apprécié à Barcelone par les plus prestigieux antiquaires. Qu'est-ce qu'il est devenu, le Jiménez? Il a pris sa retraite. Oui, mais après, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas formé d'élèves. Je ne l'ai pas enquêté là-dessus. Non, le problème il est là. C'est-à-dire que moi, je me suis heurté à ça. Je n'ai pas vu comment cette dynamique économique internationale donnait un peu un minimum de dynamisme économique sur ça. Je me suis retrouvé avec 0 de 0 de 0. Hein. Le seul commerce qui est sur la place du Puig, il est tenu par Marocains, et il n'est pas tenu par des Gitans, et pourtant il est sur la place du Puig. Bon, ensuite, quand je regarde, je rentre dans les maisons, c'est magnifique, pas toujours, c'est souvent magnifique à l'intérieur. Par contre, la maison elle tombe en ruine. Donc, comment se fait-il, puisqu'il y a de l'argent, qui circule, qu'on n'ait pas réussi à mobiliser dans la restauration, la modernisation du patrimoine bâti, ces flux monétaires. Voilà, on n'a pas su, donc chaque fois, ça a été très compliqué, il a fallu exproprier, avec des indivisions terribles où il y avait 5, 6, 10, 12 propriétaires, donc on mettait 5, 6, 8, 10 ans pour récupérer la maison. Quand on avait récupéré la maison, il fallait faire les travaux, la réhabilitation, etc. Mais si on avait pu associer la société gitane à la modernisation du patrimoine bâti, le moins qu'on puisse dire, c'est que, ça aurait été plus efficace, et 2, ça fabriquait une dynamique qui pouvait s'inscrire dans la durée. Alors que là, c'est à coup de petites interventions qui finalement, le mal progresse plus vite que le remède que l'on arrive à produire. Mais les serpents de famille qui réussissent quittent Saint-Jacques. C'est ça le problème. Très souvent pour des raisons logistiques. Les fourgons à garer, un entrepôt pour mettre en marchandises, et puis souvent se font construire une maison ou achètent une villa ou une maison. Mais ils gardent des liens avec Saint-Jacques. Mais ils ont des liens étroits
les liens sociaux avec la famille ou le clan gitan, qui est à Saint-Jacques aussi. Alors pourquoi ils ne les aident pas, ceux de Saint-Jacques? Puisque ceux qui sont partis en déron, Ils aident pourquoi ils ne les aident pas les jeunes à réhabiliter leur maison? à partir de 17-18 ans, qui se montrent particulièrement intelligents et entreprenants, quoi. Ils les prennent avec eux pour le commerce et ils leur offrent la possibilité d'enchaîner sur leurs activités, quoi. Donc finalement, Mais ils ne se tout mêlent fout le camp. pas de la vie à Saint-Jacques. Pour eux, Saint-Jacques est un lieu à conserver tel quel, quoi. Ben, sauf que ça ne peut pas, parce que je- si on n'entretient pas, je ça- comprends, si on tout à n'entretient fait. pas, ça s'effondre. Et si on ne développe pas de l'emploi sur Saint-Jacques, la société s'effondre. Mmh. Si on ne développe pas Oui. le patrimoine bâti, l'habitat s'effondre. Donc le vrai sujet, c'est comment se fait-il que la société gitane ne soit pas capable de protéger sa société, de lui donner un minimum d'activité et capable également de réhabiliter, moderniser le patrimoine bâti. Mais Ça, dans pour moi, quel- c'est dans incompréhensible. quel commerce s'ouvrant avec deux façades, par exemple, trois façades du labyrinthe Saint-Jacques, quoi. Dans quel commerce d'autres personnes que gitans iraient-elles acheter à Perpignan? Alors aussi, parce qu'on revient à l'image très négative des gitans, où, comme je dis, on a oublié le voleur de poules, mais on voit la femme en robe de chambre et en pantoufles, avec la Marie-Marie piaillante, Comment se fait-il qui que, jette... par exemple, la plupart des commerces autour de la place Cassagne ou de la rue Lucien sont tenus par des Maghrébins et pas par des Gitans? Alors avant, il y avait... Alors, Alors, est-ce comment qu'avant, se il y fait-il avait... Parce que moi, bon, j'y ai vécu 20 ans, Il y et avait, il y avait des pas... petits métiers. Il y avait des petits métiers, mais il y avait pas de commerce gitan. Il n'y avait pas de commerce gitan, il me Oui, semble oui et pas. non, Hein. oui et Une non. boutique, hein, ouais. Ah, de boutiques, hein. Il y avait des petites boutiques. Non, il y avait des Oui, petites oui. boutiques. Il y avait des petites boutiques, oui, mais de gitans, Oui, mais non. Ils vendaient quand même, elles vendaient des choses. Bon. Là, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une activité économique sur Saint-Jacques, elle échappe complètement aux Gitans. Oui. En tout cas, en apparence, je ne sais pas. Non, parce que là, De après... Saint-Jacques. De Saint-Jacques. aux Après, Gitans, les c'est- Marocains ont investi le quartier, c'est-à-dire investir au Et sens... Algériens. Et Algériens, voilà. Là, ça fait... Il y a eu une transformation à un moment donné. Bon, par exemple, c'est plein de boucheries et de rôtisseries, alors qu'on n'a pas besoin autant de viande et de poulet, etc. Donc, est-ce que c'est des commerces qui marchent ou est-ce que c'est des façades? On ne sait pas, quoi. Oui. Et après, les normes. Et ils ne respectent pas les normes classiques. C'est souvent des Algériens, quoi, Mm. les commerces de Oui, c'est viande. plutôt les Algériens. oui. Et ça, c'est un partage du cosmopolitisme positif Oui, tout à fait. entre Marocains et Algériens, Oui, quoi. tout à fait. Et les Marocains vont s'alimenter dans les boutiques algériennes, bien sûr. En oubliant qu'ils les détestent. Ça fonctionne bien, quoi. Non, la seule réussite qu'on a pu voir, c'est avec la Casa Musicale, où là, on a Oui. pu faire émerger des jeunes Oui. et ils sont arrivés vers une professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils font des disques. Bientôt, là, au Mediator, il va y avoir un spectacle qui est fait à partir de gitans, la rumba catalane, etc. Donc, Oui. la Casa Musicale a été capable d'amener les jeunes. Mais ça représente combien de pourcents, Jean-Paul, à lui? C'est très peu. Ah, voilà, c'est ça le problème. Oui, mais Non, je mais répète, moi, je suis d'accord. Ça montre que c'est possible. Oui. Comment se fait voilà. Mais On montre que c'est possible. Pour que ça bascule dans... Alain Tarius, dans son voilà. analyse, montre qu'il y a les réseaux qui fonctionnent. Mm. Bon, donc les conditions nécessaires sont là. Mm. Alors, où sont les conditions suffisantes? La question, c'est Oui. que Le problème, il est là. Où sont les ce qu'on conditions décrit, suffisantes et les uns sur la musique et l'autre sur les marchandises, il n'y a pas la masse critique qui peut faire basculer dans le positif le quartier. On n'arrive pas, vous l'avez dit, Non, c'est Jean-Paul, clair, c'est clair, c'est clair. C'est ça, le au problème. niveau des musiciens, ça représente c'est Je vais épiphénoménal. encore le dire autrement. Et c'est parallèle, parce que c'est peut-être licite, c'est-à-dire que c'est pas de la drogue, des armes, Oui. mais c'est peut-être pas légal non plus. Non, mais Au niveau des déclarations, je Alain. je donne un autre exemple. Moi, j'ai cru pendant un moment Mm. que en faisant ce que j'appelle l'arc gothique, c'est-à-dire en réhabilitant l'église des Dominicains, le couvent des Minimes, la place du Puitch, l'église Saint-Jacques, tout cet arc-là, j'allais développer une économie touristique et que cette économie touristique, les Gitans sauraient s'en saisir et qu'il y aurait des traces.
hein, comme dans d'autres villes du monde, l'économie touristique se développe au moins les 3 ou 4 mois, ou 5 ou 6 mois. Chez nous, ça dure, on peut y aller, quoi. Comment ? Chez nous, ça dure, on peut y aller. Oui, mais non, mais en tout cas... On a ça 6 n'a pas mois, fonctionné. quoi. Oui, facile. Eh ben, ça n'a pas fonctionné. Il ne s'est rien passé. On aurait pu penser que sur la place du Puy... Pourquoi attendre qu'ils s'en saisissent? Pourquoi pas formellement leur donner un cahier des charges? Même si c'est audacieux pour les gitans de tenir un cahier des charges. Là, moi, j'ai eu un grand espoir à un moment donné. C'était les gitans de Barcelone. La Fagir, ça s'appelait. Oui. La Fagir. Non, Fagir, c'était Roussillon. Ah oui, Fagic. la Fagir, pardon, tu as raison, la Fagir, Oui. voilà, excuse-moi. Hein, donc, à un moment donné, je vois arriver cette association. C'était Pascal Maragall qui me l'avait envoyé. Oui, Parce que oui. j'étais très ami avec Pascal, et Pascal me dit, Jean-Paul... Lui, il s'en souvient plus, mais bon, c'est normal avec Alzheimer. Non, je plaisante. C'est pas gentil. C'est un gars vraiment bien, Pascal. Et donc, un jour, on était très amis avec Pascal. Vraiment très amis. C'était de l'amitié. Et un jour, il me dit, Jean-Paul, je vais t'envoyer mes gitans. Tu vas voir, tu as un problème. Oui, je vais t'envoyer mes gitans, tu vas voir ce que tu vas voir. Avec un député, d'ailleurs. Exactement. Et donc, je vois arriver, de façon très officielle, une délégation de gitans de Barcelone, envoyée par Pascal Maragall. Je les reçois en mairie, on discute, enfin, alors, bon, je n'ai pas tous les détails encore en tête, mais enfin, je me souviens qu'à un moment donné, ils sont venus avec un drapeau. En face, on avait monté la Fagir, cette fois-ci, une association un peu la même que celle qui était à Barcelone. Et la Fagic a donné le drapeau à la Fagir en disant, voilà, maintenant on a discuté ensemble pour que vous puissiez monter des entreprises, créer des entreprises. Et le drapeau, on vous le donne pour vous dire qu'on a confiance en vous, vous êtes capable de construire des entreprises. Mais attention, si dans 1 an, dans 2 ans, on voit qu'aucune entreprise n'a été créée, on reprend le drapeau. Et ils ont repris le drapeau? Non, c'était pour être sûr. Ils ont repris le drapeau. Alors, il ne s'est rien passé. La question, moi je suis issu de Radio Zigomar. Jean-Paul s'en souvient. Je m'en souviens très bien. Alors, je ne sais pas si tu avais traîné à Zigomar, toi, à l'époque. Pour moi, ça faisait partie de l'archipel. Voilà. C'était très important. Non, c'était très bien, Radio Zigomar. Et c'était l'idée du 35 et Vauban, c'était au milieu de la Rambla de Perpignan, un lieu où l'ensemble des jeunes de la ville, de tous les quartiers, de tout l'archipel, venaient. Et alors bon, on y avait des activités à la fois de services d'information sur l'emploi, le bureau information jeunesse était au rez-de-chaussée. Voilà, et ils avaient créé la radio Zigomar. Voilà. Et d'ailleurs, le 35 était géré par une association où les jeunes étaient majoritaires. Il y avait les associations, qu'on appelle ça... institutionnelles. Les Francas, les Secours populaires, les associations d'éducation populaire. Oui, voilà, c'est ça. Contrôlée, les associations d'éducation. Absus intéressant, Jean-Paul. Bon, en vérité, c'était vraiment contrôlé. Les jeunes étaient surveillés de près. Non. Ils y étaient, Jean-Paul. Mais la preuve, c'est qu'il faisait ce qu'il voulait. Alors, il faisait ce qu'il voulait parce que comme c'était technique, il ne comprenait pas, il nous foutait la paix. Mais c'était pour des raisons techniques. Non. Et je m'étais battu pour qu'ils aient une fréquence... Non, ça c'est vrai. C'est le moment de faire les louanges de Jean-Paul Alby, il faut en profiter. C'était très très important parce que j'avais le Mediator au bout du quai Vauban, le 35 au milieu du quai Vauban, et là je me disais, ça y est, je fabrique de la centralité, mais en même temps, je fabrique le réseau, les liaisons entre les îles. Voilà. Pas facile parce que le petit Moka à côté pas tout à fait apprécié que les jeunes des quartiers déboulent 3 mètres à côté de lui. Bon. Et puis surtout, on a perdu l'histoire parce que à la fin, c'était la mutuelle qui était propriétaire. Oui, c'est ça qui a été le truc qui a plombé. Ah, ils étaient vaches parce qu'on avait tout réhabilité. C'était la ville qui avait tout fait. On avait fait tous les travaux. Et à la fin, j'avais le droit de préemption. Et il valait un bras à l'époque. Ils m'ont demandé 3 fois ce que ça valait. Oui, d'autant qu'il avait été... C'était nous qui avions mis en valeur tout. On l'avait complètement mis en valeur. Et du coup, comme à l'époque, j'avais des difficultés financières, et en plus, j'avais Bernard Bonnet en face de moi, qui avait tout fait pour casser le bureau Information Jeunesse, pour que la MLJ se fabrique. Ah oui. Et une compétition entre la MLJ
et le 35 quai Vauban. Ouais. Donc, un, j'avais l'État contre moi. Deux, j'avais la mutuelle qui me faisait monter au cocotier pour acheter ce petit logement, ce petit bâtiment qu'on avait réhabilité. Donc, j'ai jeté l'éponge. Et c'est bien dommage parce que là, il y avait une mise en réseau des différentes centralités que je créais dans les quartiers. Oui, oui. C'est-à-dire que l'archipel des quartiers était mis en réseau avec le 35 et le mégatoro. Alors, pour revenir, moi, ça m'intéressait. L'idée, c'est, et pourquoi pas, faire un centre civique à Saint-Jacques sur le modèle. Il existait. On avait. Oui, Ah, oui, non, mais non, non, ce non, qui non. existait, oui, mais. Et maintenant, il a disparu. Oui, Et voilà. On avait démoli l'îlot Carola, mais on Oui. avait gardé au milieu une ancienne école qui Qui était au Catalan, puisque c'était Comte Oui, Biffrey qui a exercé. laissé aux Catalans pour qu'ils y fassent un collège, et je leur avais proposé d'aller ailleurs pour récupérer le bâtiment et faire avec ce bâtiment une sorte de mairie de quartier, et qui était en même temps centre social, etc., qui était d'ailleurs dirigé par une jeune femme très très active, Cathy Sielva, qui a fait un énorme boulot de contact avec les gitans, les femmes gitanes, etc. On avait mis la Casa Jaumet, qui était aussi juste à côté, qui est un lieu... Qui va être de fermé service. bientôt, me dit-on. Écoutez, moi, Donc la Casa Jaumet, pour dire rapido, c'est là où, quand on est pauvre, on peut aller se doucher. Et plus que ça, il y et avait plus des que salles, ça, il y voilà. avait tout, hein. Voilà. Il y avait centre d'accueil, bon. Et on avait aussi petit à petit construit une sorte de petit terrain de sport. Il y avait le aussi jeu de boules. l'instance tenue par Niné. Oui. Niné qui est un gitan, Sida pour ceux qui- Avenir, Jean-Baptiste Villa. Ouais. Sida Avenir, un truc comme ça. Sida non Avenir, C'est un oui. Sida Avenir, oui, voilà. Et c'est vrai, ils avaient leur local. Il y avait Boy qui faisait son travail. Boy, qui est donc un autre Oui. surnom de gitan, parce que moi, voilà. Mais qui faisait un travail remarquable. Oui. On avait d'ailleurs avec Boy et quelques autres trouvé les moyens de faire une église évangélique justement à côté de l'îlot Carola. Oui, bah, il y est toujours, où il y en avait une pas loin, de toute façon. Donc on avait mis en place toute une politique. Alors ce que je regrette, et là je fais Alors pourquoi ça disparaît? Je fais mea culpa. Ah. C'est que normalement j'aurais dû accélérer le mouvement, c'est-à-dire davantage d'investissement humain, mettre davantage de personnel, animateurs sportifs, animateurs sociaux, animateurs culturels, etc. J'aurais dû accélérer également le travail de la Casa Musicale dans les quartiers, vers les salons, etc. C'est vrai, là, il fallait passer à une vitesse supérieure. Et je n'ai pas passé cette vitesse supérieure. Le drame, c'est que là, maintenant, on a rétrogradé. Hein. Ah, vous avez remarqué. C'est clair. Là, maintenant, on est passé en... Non, parce que vous habitez Perpignan, contrairement à Jean-Marc Pujol, alors. Vous vous rendez compte? Bon, j'ai pas envie, je suis pas là. Non, non, je sais, mais bon. Ce bouquin-là, il n'était pas pour être donneur de leçons, mais enfin, c'est quand même vrai que je ne suis pas allé assez vite, j'ai pas passé la 3e et la 4e vitesse, c'est vrai, et je suis capable de faire la critique moi-même, en tout cas aujourd'hui. Par contre, ce que je constate, c'est que le mouvement donné, le sens donné, le sens de l'archipel, le sens de la mise en réseau des îles, etc. L'archipel. Je donne un autre exemple où ça a rétrogradé. Sur les religions, moi l'agnostique, on avait fait un énorme travail de dialogue interreligieux entre 1997 et 2005, on va dire comme ça, un énorme travail qui a permis donc la construction de la mosquée, d'abord la construction, puis l'inauguration, la construction par un ingénieur et un architecte juif pratiquant, pas rien, sous la direction d'une association musulmane qui avait signé une charte de la laïcité, qui était dirigée par mon ami Ahmad Akari, qui à la fin était finalement franc-maçon. Donc on avait fait ça. Et là, je m'aperçois qu'il fallait accélérer ce mouvement. Il fallait aller voir ceux qui étaient en train de faire des lieux de prière à Clodion, à Vernet-Salan ou à la Cité Ensoleillée, leur dire attention, lieu de prière oui, mais mettez-vous en archipel. Faites en sorte que la grande mosquée soit le point central, le la nœud. fédération. Voilà. Alors que là, si vos mosquées dans les quartiers, c'est une façon de refermer le quartier sur lui-même. On va reculer par rapport au travail qu'on avait fait d'intégration des quartiers dans la cité. Je donne l'exemple de la Cité Ensoleillée. La Cité Ensoleillée. Alors c'est où, Jean-Paul, la Cité Ensoleillée? C'est une cité qui est pratiquement à 100% marocain, sur l'est de Perpignan, pas loin de la sortie de l'autoroute. D'accord. Pour faire ça. L'autoroute sud. L'autoroute sud, oui. Quand j'arrive, il y a une énorme barre complètement vide
vitres cassées, etc., qui fait 120 logements ou 175 logements, complètement vide. Donc quand vous arrivez là, vous commencez par arriver dans une ruine. Là, l'école, comment s'appelle l'école Pascal, je crois que ça s'appelle l'école. Non, si, j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'école. Je connais une école Jean Jaurès qui est... Jean Jaurès, c'est celle qui est sur Vernet-Salan. Là, j'allais dire Blaise Pascal, c'est peut-être ça. Bon, j'ai un trou de mémoire sur le nom. Cette école recevait des cocktails Molotov parce qu'il y avait une école coranique qui s'est développée dans les HLM. Non mais je rigole pas, des cocktails Molotov. Elle était brûlée, etc. Alors qu'il y avait un corps enseignant remarquable. Ça se passait mal. On a réussi quand même. D'abord, j'ai fini, ça a mis un temps fabuleux. Parce que cette barre, elle était comme ça parce que c'était des HLM privés. Et elle avait fait faillite. Et du coup, plus d'investissement. Et pendant 10 ans, il y avait une sorte de syndic. C'était le syndic de la faillite qui gérait. Alors, le syndic, ils s'en foutaient complètement. Voilà. Et j'ai dû mettre 5 ou 6 ans pour me rendre propriétaire de ces bâtiments, ou en tout cas trouver une société HLM, d'ailleurs de Melun, une société HLM de Trois-Moulins, une société HLM de Melun, qui est venue acheter les HLM de cette dame, enfin en tout cas acheter au syndic. À partir de là, on a pu démolir et remettre l'école en question. On a changé le périmètre scolaire pour que le programme des petites villas de Paul Pascotte, juste à côté, soit intégré à cette école. Et l'école s'est retrouvée tout à fait l'école de la République avec une très grande diversité, donc j'étais content. Et on avait même une association de jeunes, l'association des jeunes pour la laïcité, je m'en souviendrai toujours. Mon Dieu. Oui, exactement, ça s'appelait comme ça, avec des jeunes filles et des jeunes gens, 60 ou 70% marocains, mais il y avait au moins 30% qui n'étaient pas marocains, et qui se battaient sur la laïcité. Et qui voulaient savoir ce que c'était que les institutions de la République. Alors on leur a fait visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est moi qui les ai accompagnés au Sénat, puis ils sont allés à Strasbourg, voir le Parlement européen, et il paraît qu'ils sont même réussi à avoir une petite délégation pour aller à New York voir l'ONU. Carrément. Donc ça veut dire qu'on avait bien travaillé là. Maintenant je retourne, ça y est, il y a une mosquée en plein cœur du quartier. Et donc le quartier s'est replié sur lui-même, avec des dealers qui sont aux 4 coins du collège, Vous qui êtes pour le commerce, Jean-Paul, vous devriez vous en féliciter. On va revenir... C'est-à-dire qu'on a rétrogradé. Et quand on inaugure la synagogue, la nouvelle synagogue, il y a 2 mois, quand on inaugure... Oui, donc rue de la Cloche d'Or. C'était extraordinaire. On a fait une synagogue dans une ancienne école de la République. Un message extraordinaire. Donc, ou pas, ça non, elle était désaffectée depuis longtemps. Oui, non, mais je plaisante. Donc c'était bien, il y avait marqué liberté, égalité, fraternité au-dessus de la porte de la synagogue. C'est génial comme truc. Bon. Et donc on devait en faire une parce fête. qu'ils n'en ont pas voulu à l'espace Méditerranée parce qu'ils trouvaient ça dangereux aussi. Il faut le rappeler, ça. Oui, ça m'a choqué. Oui, mais ce qui prouve qu'on est vraiment dans une société qui a rétrogradé. On est d'accord. Qui a rétrogradé, c'est inadmissible ça. Mais cela dit, quelle était la réponse ? La réponse était de faire en sorte que l'inauguration de la synagogue soit un grand moment de fraternité entre toutes les identités religieuses, entre toutes les opinions, comme on l'avait fait pour la création. Moi, j'étais pas invité à la synagogue pour l'inauguration. Bon, il se trouve que je suis pas juif, mais c'est pas une raison. J'ai un cousin juif après tout. Non, ce qui était grave, surtout, je termine, ce qui m'a fait de la peine. Vraiment, j'appelle de la peine. Et pour moi, ce mot-là n'est pas un mot comme ça petit, c'est important. J'étais mal. J'ai mal dormi la nuit. C'est que quand on inaugure la synagogue, les musulmans ne sont pas présents. Les musulmans ne sont pas présents. Parce qu'ils n'ont pas été invités ? Non, ils ont été invités, ils ne sont pas venus. C'est pas possible. Est-ce que ça existe, les musulmans, Jean-Paul ? Ouais, parce qu'il n'y a pas... Par exemple, si on regarde à Perpignan, déjà, les Turcs ne veulent pas aller prier avec les Maghrébins, tous musulmans qui sont... Les islams n'étaient pas présents. Quand on fait l'inauguration de la mosquée, les islams sont présents. C'est pas les... Je dis bien, les islams sont présents quand on inaugure la mosquée du Nord. Et d'ailleurs, la mosquée du Nord sert un peu de cathédrale. Oui. Et alors que là, les islams, aucun n'est présent. Aucun n'est présent. Ce qui est totalement inconcevable. Est-ce qu'il y a un lien ? L'évêque est présent.
Est-ce qu'il y a... le maire est Ouais. présent. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que la mairie n'a pas insisté là-dessus, puisqu'il n'y a aucun représentant de la communauté juive, contrairement à l'époque, Moi, je sais pas, qui soit dans le conseil municipal? Moi, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Ce que je sais en tout cas, Oui. c'est que si cela s'était produit lorsque j'étais maire, sincèrement, moi, ça me prenait 30 secondes de téléphoner Oui. ici ou là et de dire il y a une inauguration de la synagogue, Oui, mais... on doit tous être présents. Et je dirais même, je me serais débrouillé pour qu'avec les représentants de la synagogue, on fasse des colloques pour mettre en scène la synagogue et justement parler de l'histoire des Juifs à Perpignan, qui est une histoire extraordinaire. L'histoire des Juifs à Le mairie notamment, mais pas que. Donc on avait fait d'ailleurs des colloques avec Maurice Salimi sur l'histoire des Juifs de Perpignan, avec Raymond Salah également. Et là on pouvait relancer ce débat. On pouvait même faire une petite exposition qui montre justement la diaspora juive, comment elle s'est déroulée et comment Perpignan et Gérone étaient importants. Oui, voir les romans qui ne sont plus édités de Caroline Rau avec Par les exemple, enquêtes de pas Isaac difficile. l'aveugle Voilà. enquêteur. C'était pas difficile Voilà. de faire ça. C'était pas difficile de faire ça. Et à partir de là, on se saisissait de cet événement dans une période politique où il y a Gaza, Ah oui. où il y a Netanyahou, donc d'une période politique où le message de l'archipel des religions est plus actuel que jamais et plus nécessaire que jamais, on se saisissait de cet événement énorme. Créer une synagogue, c'est un énorme événement dans une cité, notamment dans une cité comme Perpignan, dont on connaît l'histoire juive. Eh bien, on se saisissait de cet événement pour faire de la politique. On ne sait pas. Enfin, moi je sais, parce que j'ai une bibliothèque chez moi, mais tout le monde n'est pas au courant. Alors, Alain, tu voulais réagir Ce que je voudrais dire, c'est que cette mouvance très active des réseaux marocains, étroitement imbriqués dans le milieu marocain sédentaire à Perpignan, et qui aide les jeunes à chercher du travail ailleurs, enfin, etc., qui parfois les entraîne dans sa propre mobilité, quoi. Cette mouvance est laïque. Oui. Elle est formée d'Algériens et de Marocains, de différents partis, et Algériens et Marocains. Et entre eux, pour pouvoir acheter et vendre à tout le monde, comme ils disent, comme disait déjà Brodel en parlant du XVIIe siècle, ont mis entre parenthèses la religion. Et surtout se méfient des réseaux islamistes qui chassent de leurs propres réseaux commerciaux. Ça, c'est important à savoir. Non, c'est vrai. Et c'est articulé avec ceux dont tu parles, qui résident, ou leur lieu de culte, ou leurs pratiques religieuses, etc. Mais ils sont articulés sans problème avec cette mouvance dynamique qui s'institue comme laïque. Profondément. D'ailleurs, tu as raison de le dire, je n'ai pas eu de difficulté avec la société marocaine pour parler de l'archipel des religions et de la laïcité. Oui. Dès lors que je développais cette idée d'archipel des religions, c'est-à-dire une nouvelle façon de parler de la laïcité, à savoir non seulement il ne s'agit pas de tolérer les religions, il ne s'agit même pas simplement de les respecter, il s'agit de s'enrichir de la différence, de s'enrichir de la religion de l'autre, etc. Et donc de fabriquer un réseau de dialogue permanent entre les différentes religions, et y compris les gens comme moi qui étaient agnostiques et les différentes philosophies franc-maçonnes et autres. Eh bien, dès lors qu'ils voyaient ce que je voulais faire, je n'ai plus aucune difficulté. Ils se sont tout de suite articulés à cette idée de l'archipel des religions, et ça m'a permis en effet d'aller un peu partout dans les différents lieux de culte des différents islams qui étaient sur Perpignan, sans me sentir dans un rapport clientéliste avec ces différents groupes. Parce que c'était ça aussi le danger. Oui. Hein, c'est, voilà, il va vers les religions parce qu'il y a des voix raccordées. Hein. Bah, c'était un soupçon en tout cas. Oui, on m'a foutu ça à la gueule régulièrement. Communautarisme, moi le premier, je l'ai écrit. Totalement.
Mon but était de créer Perpignan une et plurielle. Hein, et donc pour cela, et notamment vis-à-vis des Marocains, je savais que l'intégration des Marocains était totalement pas faisable parce qu'il y avait ces réseaux économiques. Là, je les avais repérés, ces réseaux économiques. Peut-être pas aussi bien que toi, mais j'avais à peu près compris que les Marocains, ça fonctionnait sur un grand corridor. Ça, autant pour les Gitans, je n'avais pas vu, autant pour les Marocains, j'avais à peu près vu, disons à peu près. Hein. Mais je savais que pour aller plus loin dans l'intégration dans la cité des Marocains, leur donner toute leur place, il fallait parler religion. Il fallait parler religion. Parce qu'il y a un poids de la religion dans la société marocaine qui est tout à fait particulier. Oui, par rapport au Maghreb, c'est ceux qui sont les plus... Voilà. Et le chef des croyants. Voilà. Hein, et descendant du prophète, par ailleurs. Descendant d'un des prophètes, c'est compliqué. Bon, en tout cas, là, il y a un rapport à la religion, l'identité marocaine faisait de la question religieuse une question centrale. Et donc, parler de laïcité avec les Marocains, c'était permettre que les autres quartiers s'articulent à la société marocaine et que la société marocaine soit capable de s'articuler avec les autres. Il y a eu là une mise en réseau. Hein. C'est par la laïcité qu'on pouvait mettre en réseau l'île marocaine. Alors que pour les Gitans, je n'ai pas su les mettre en réseau. Hein. Je n'arrivais à les mettre en réseau que par la culture, par la casa musicale, etc., que par la culture. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas d'économie derrière. Mais il pourrait y avoir une économie s'il y avait une radio qui soit en même temps un lieu d'enregistrement. Peut-être, enfin ça faisait 2 emplois. Oui, enfin bon. On va... Enfin, moi j'ai rien contre les minorités, mais au bout d'un moment, on va parler d'une autre minorité, on va parler des natives, les Catalans et la relation à l'autre côté de la frontière. Ou alors vous vous en foutez totalement. Vous vous en foutez des Catalans? Non, je déconne. Parce que du temps de Jean-Paul Alduic, comme je répète souvent, j'ai longtemps critiqué, mais au moins sur les rapports avec le Sud, il y avait du boulot, quoi. Ah oui, en plus on était d'accord. Complètement. Je le dirai jamais à l'antenne. Ah merde, c'est en train de se dire. Voilà. Et là, il n'y a plus rien. Sauf récemment où il a mis un ruban jaune. Ça fait un peu sourire. Voilà, bah évidemment, il venait de se découvrir catalan. Il a eu de la chance, c'est que l'ambassadeur d'Espagne en France est un boulon desserré, c'est clair, s'est mis à réagir, et donc ça a donné à cet événement un poids qu'il n'avait pas localement. Voilà. Non, mais cela dit, par rapport aux Catalans, quand je fabrique l'archipel des cultures, en tout cas quand je me bats pour fabriquer l'archipel des cultures, il est clair que la culture catalane, c'est, j'allais dire, l'île centre. Comme pour faire l'archipel des quartiers, il faut que le centre de Perpignan fonctionne. Donc c'est la culture catalane qui fait un peu la centralité de l'archipel des cultures. Donc il faut travailler sur le patrimoine. Là, on revient d'ailleurs sur le patrimoine de Saint-Jacques, voilà. Tout à l'heure. Il faut parler sur le patrimoine, il faut parler sur la langue. Et j'ai appris le catalan, mon fils est à Arles, aujourd'hui il est à Jean. Alors les Gitans sont les derniers à parler roussillonnais, parce que vous et moi, on parle le normatif. Tu parles catalan, Alain? Tu parles le normatif ou le roussillonnais? Ah, bah oui, parce qu'en fait, il est catalan. C'est bête à l'intérieur, mais tu es catalan maintenant qu'on en parle. Bon. Je te vois comme un ami, mais tu es aussi catalan. On a relancé la langue catalane, notamment avec des écoles comme Arles ou la Bressol. On a relancé surtout des choses très importantes pour moi, qui étaient des signaux puisés dans la culture catalane et dans l'histoire du peuple catalan qui étaient modernes. Je prends comme exemple la Sant Jordi. La Sant Jordi n'existait pas, était totalement confidentielle. Oui, voilà. Quand j'arrive en 93-94, il faisait vaguement un dîner avec l'Union culturelle, je ne sais pas où. Sur le modèle de la Santa Iusia. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, c'était vraiment... Donc c'est la nuit littéraire... 30 avril. Voilà. Là, tandis que là, moi j'en ai fait une fête, j'allais dire grandiose, qui énervait toute la ville. Parce que j'ai voulu à tout prix qu'on prenne appui sur ce symbole extraordinaire. J'échange la rose et le livre, c'est-à-dire je mets en avant ce qui est l'essence même de la fraternité et je le puise dans les traditions et la culture catalane. Et ça, donc, je l'ai mis en avant et ça me permettait d'ailleurs de faire un discours en catalan dans le patio de l'hôtel de ville, etc. Parce que vous êtes mis au catalan sur le tard.
Ah, mais je ne parlais pas un mot de catalan. Ouais. Quand j'étais lumière, je ne parlais pas un mot. Hein. J'ai mis d'ailleurs 3-4 ans à apprendre le catalan. Mais vous l'avez appris? Ah oui, je l'ai appris complètement. Oui. Non, parce que vous pouvez le parler. Tiens, parlez-nous catalan, Jean-Paul. Ou ara mateix, sí, per fer la demostració. L'he fet l'esforç d'aprendre el català. I això ens dona la possibilitat en aquest moment d'entès totalment el que parla el català en Barcelona, a Girona, a Figueres, etc. Però també de passar missatge en català a la societat d'aquí, que és una societat que no ha entès que la proximitat amb la ciutat de Barcelona, la ciutat món de Barcelona, és el futur possible per a aquesta petita ciutat que Perpinyà. No és una petita ciutat, és una petita gran ciutat, és una gran petita ciutat, és la meva paraula. Alain Tarius, ta relation catalan. Bon, t'es catalan, ça c'est sûr. Je ne veux pas répondre. Ah bon? Ça ne m'intéresse pas. Tiens non. Ah, Oui. Et pourquoi? Parce que C'est intime ou tu t'en fous? Dans ce livre du moins, je ne parle de population catalane Mhm. que pour l'argent qui part de rentiers catalans Mhm. vers les bordels d'Espagne. Quoi. Ah, tu parles des familles d'ici. 200 millions. Oui. Ça, pour moi, ça, j'arrive pas à comprendre. Oh, c'est un bon rapport qualité-prix, vraiment. Enfin, Non, mais si les tarifs sont les mêmes que Mon d'habitude. analyse, c'est que cet argent-là, ça ne peut être que du black. Oui, bien sûr. Et donc, c'est du black qu'il faut. Il est où ce black? Il est dans la société du Bertus. Ouais. J'essaie de voir où il est. Tu as des pistes par la faillite de la banque privée d'Andorre, la BPA, qui a fait faillite il y a 2 ans, et dont les comptes maintenant sont disponibles et ouverts. Quoi. On a des traces sérieuses. Et puis, bien sûr, de l'argent qui passe par des banques en réseau, qui font toute la ligne que j'ai signée tout à l'heure, Turquie, Balkans, Italie du Sud et Espagne. Quoi. Là, on les voit très actifs. C'est les mêmes qu'on a vus actifs à Saint-Jacques. C'est les mêmes qui, auparavant, à Saint-Jacques, ont lancé des caves de vignerons, tout comme ça, puis qu'on plaçait l'argent à Saint-Jacques, et puis qui le placent maintenant dans les réalisations faites autour des petits clubs catalans. Quoi. Non, les bordels, hein, petit club pour Non, la non, traduction. ils ne placent pas directement dans les bordels. L'argent. Alors tu fais une différence entre les petits clubs et les bordels. Non. Moi j'y vais souvent pour les mêmes raisons, mais explique-moi. Non, je ne fais pas de différence. Mais. C'est un clin d'œil et Ségolène Neuville. J'ai eu des querelles avec le Conseil général, quoi. Autour de Ségolène Neuville, quoi, qui s'est intitulé défendeur des femmes, quoi, et qui a pris la tête de manifestation Au Pertus. Voilà, dans la partie française du Pertus. Bon. À l'époque, le Conseil général a commandé une enquête à 2 chargés d'études d'un laboratoire de la fac. Le résultat de cette enquête, ces 2 chargés d'études n'ont pas pris contact avec les femmes travaillant dans les petits clubs espagnols. Ils n'y sont pas rentrés dans les petits clubs, déjà. Oui, mais on les trouve. Oui, chez le coiffeur à côté. C'est ça, on les écoute chez le coiffeur à côté. Quoi. Bref, une étude où il n'est pas question de placement des bourgeois catalans du Roussillon, où il n'est pas question des groupes mafieux qui animent ces réseaux particuliers que je signale là-dedans, c'est-à-dire en clair une trilogie de mafias, une russe ukrainienne Donetsk qui s'est alliée avec Draguette
et avec La 'Ndrangheta, c'est la mafia calabraise, si mes souvenirs Calabrese, sont exacts. et avec Sacra Corona Unita, les Pouilles. Hmm. Se sont unis contre Camorra pour reprendre les trafics de femmes, et l'ont très bien fait. Alors Camorra, c'est la mafia napolitaine, c'est ça? Napolitaine, oui. Oui, Qui, traditionnellement, distribuait et continue à distribuer Hmm. des psychotropes le long de l'arc méditerranéen ouest. Hmm. Donc, unité des trois mafias, s'appuyant sur des, entre guillemets, mercenaires géorgiens et albanais Hmm. pour accompagner les femmes ou les stupéfiants. Si tu vas à Junker, Hmm. dans 3 des 8 bordels, 2 Junker intérieurs, il y a des gardiens de parking, des balayeurs, Hmm. qui sont albanais et géorgiens. Si tu vas sur Kosovo, dans certains villages que je pourrais te signaler, ont ouvert des entreprises de gardiennage Hmm. qui sont tenues par des Géorgiens et des Albanais. Et cela jusqu'à Alicante, quoi. Alors là-dedans, dans ces circulations, les richesses transmises, les dynamiques urbanistiques, notamment, on trouve des Catalans de Perpignan. Ah oui, on en trouve. Ouais. D'accord, il y en a. Il y en a même des biens. Il n'y en a pas avec les réseaux marocains, algériens et gitans que j'ai identifiés autour du commerce, par exemple chinois. Or, c'est une très belle affaire. Des napperons recopiés comme savent le faire le chinois. Hmm. Des napperons de Bruges qui sont en vente à peu près de cette surface, tu vois, Hmm. qui sont en vente à 50 € en Lille, à Bruxelles, quoi. S'achètent dans le port de Valencia à 2,5 €. Oui, mais il faut prendre un conteneur entier ou Non, non. à l'unité? Non, Mais parce que ils moi, je savent viens d'un apron. Très bien se coordonner, Marocains, Algériens et Gitans, pour en acheter la quantité qu'il faut à 2,5 €. Ensuite, dans les grands parcours que je t'ai signalés, il y a des ventes à Lille, à Strasbourg, etc. Les Gitans les mettent en vente autour de 10-12 €. Oui. Ce n'est jamais que 5 et 6 fois. Oui, oui, mais l'essence est chère pour le transport. Je vais m'articuler à ça avec un peu de provocation. Comment se fait-il que ces gitans sont capables d'aller à Strasbourg et de vendre ces napperons à Strasbourg et de faire un bénéfice conséquent, hein? Ils ne sont pas capables d'ouvrir une petite échoppe sur la place du Puy à Perpignan avec tous les touristes qui sont là et les ventes de touristes qui sont là. Bon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, à ce point-là, tu me démontres qu'il y a des flux économiques conséquents qui circulent et à quel point il n'y a pas la moindre gouttelette de ces flux. C'est un drame qui tombent Thévenoud. sur Saint-Jacques. Ils n'aiment pas faire des papiers. Parce Ça n'a rien à voir. dans le cas que je Ils arrivent à faire signale, à Strasbourg, il y a des papiers à Strasbourg, pas plus. dans Non, le cas de... cette économie informelle, moi je ne demande pas qu'il y ait des papiers, mais c'est pas, je n'arrive pas à comprendre, quand je lis tout ce qu'écrit Alain, toutes les recherches qu'il a faites depuis maintenant un paquet d'années, hein, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu la moindre goutte de ces flux financiers qui tombent sur Perpignan-Saint-Jacques et nous permettent de démontrer qu'il y a la possibilité de développer une économie particulière avec la société gitane de Perpignan. Alors que on peut le faire avec la société gitane de Barcelone, ça peut se faire, ça se fait avec la société gitane de Barcelone, de Jérôme d'ailleurs, Ça se fait à et il n'y a Touraine. que sur Saint-Jacques, c'est une malédiction. Il faudrait aller leur demander en direct, les gars.
On Ça, monte c'est au pitch. carrément- Non mais j'ai posé la question, l'histoire dont je parlais tout Oui, à oui. l'heure de la Fagir et de la Fagique, c'était précisément ce débat. Non, mais maintenant, si on veut le relancer, il faut y remonter. Ah bah, Si je peux Non, te vous êtes répondre- plus maire, je sais, mais avant bon. de le faire, quoi. Si je peux te Le répondre. Non, feront mais je pas. crois sincèrement que c'est ça la question. Hmm. Sur Saint-Jacques, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas le problème des démolitions, reconstructions. Encore que, ça c'est la protection d'un patrimoine, il faut se poser la question. Oui, parce que là, sur ça chaque dépasse maison. le cas gitan. Non. Et puis surtout, il faut protéger la société gitane. Mm. Et donc, pour protéger la société, pour dialoguer, pour se faire respecter, pour qu'ils nous respectent, parce que c'est dans les deux sens, il y a une énorme ambiguïté dans les rapports entre la société gitane et les pouvoirs politiques de la musique. Il y a toujours eu une énorme ambiguïté, et donc pour lever cette ambiguïté, il faut que cette société gitane acquiert son autonomie, et son autonomie économique. Et tant qu'il n'y aura pas cette autonomie économique, évidemment que les rapports resteront totalement ambigus. Si je peux te répondre, et sur un cas que j'ai accompagné d'une vente en gros à Strasbourg, Lille et banlieue de Bruxelles, c'était à l'occasion de mariage, un très important mariage. Et les initiateurs de la fête considéraient qu'il leur fallait au moins 36 000 euros pour acheter une voiture aux nouveaux mariés, pour payer la noce et enfin un certain nombre de choses périphériques au mariage, quoi. Ils ont organisé un parcours de 2 fois 4 voitures plus un fourgon, les unes en direction de Lyon-Strasbourg, les autres Lille-Bruxelles. Ils ont acheté 6 000 euros de marchandises telles ces napperons, mais aussi des rideaux de fenêtres, etc., à Valencia et à Gérone, Terre Rouge. Et ils sont montés donc avec 3 000 et 3 000 euros. Ils sont redescendus après 5 jours de vente, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, avec 41 000 euros. 41 000 euros. Dont ils ont retranché 3 000 euros pour les frais de voyage, l'essence, un peu tout ça. Ils sont revenus très satisfaits, ils ont tenu leur mariage formidable, ils ont acheté un meilleur modèle que ce qu'ils prévoyaient, parce que à l'île-Lesquin, ils sont allés chez des commanditaires, des commissionnaires de marque qui font venir les voitures de l'étranger, notamment de très belles Renault fabriquées en Turquie et passées par Bruxelles, quoi, et qui sont vendues à 32-33% de moins que la valeur du marché français, quoi. Ils ont donc descendu une très belle voiture, l'argent qu'il fallait, etc. Ils ont été satisfaits. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne faites pas ça en continu, vous ne vous organisez pas? Ça s'est bien passé, Alain. Oui. Alors, pourquoi on ne continue pas comme ça? Quand il y aura besoin, on le refera. Quand le besoin se présentera, on le refera. C'est l'installation sédentaire en continu qui ne fait pas sens dans ce cas. Moi, je pense que ça peut pas. Il va y avoir une évolution de la société gitane. Mon fils est au collège Jean Moulin. Oui. Et donc, le collège Jean Moulin, c'est au cœur de Saint-Jacques. Oui, oui, il est. En fait, il a commencé à la crèche qui est juste derrière Cassagne. Il a enchaîné à l'école Arels. Et il bouge pas de Saint-Jacques, à pas de chose près, quoi. Voilà, il est sur Saint-Jacques. Donc il envoie des gitans. Quand je vois les jeunes, les jeunes avec lesquels il est, Il y a 12 ans maintenant, Mathis, c'est ça. 13. Bon, je me dis, cette jeunesse-là, qui maintenant va à l'école, parce que quand je suis maire, quand j'arrive en 93-94, on était à des taux d'absentéisme scolaire épouvantables. Alors là, on était dans les 50%. Là, c'était pas 6 ou 7%. Là, on était dans les 50%. Ça s'est amélioré, ça? Ah oui, totalement. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens, en 2009, 2008, 2009... Mais maintenant, vous n'avez plus les chiffres en tête. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui. En tout cas, moi, je sais qu'on était tombé à 6-7, qui est déjà beaucoup 6-7. Et là, sur le Jean Moulin, il y a des générations de jeunes
qui savent lire et écrire. Alors que les jeunes gitans qui arrivaient à Jean Moulin il y a 15 ou 20 ans, ils arrivaient au collège, parce qu'il fallait bien qu'ils arrivent au collège, ils arrivaient à 12, 13, 14 ans, et ils savaient ni lire ni écrire. Là, on a donc une nouvelle génération qui sait lire et qui sait écrire, qui fait donc des études, qui est branché sur les réseaux sociaux, Facebook, machin, etc., du matin au soir. Donc, je dis là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Cette génération-là, les filles, peut-être encore, ça ira plus vite encore que les garçons, vont refuser ce modèle de dépendance à une société archaïque, parce qu'elle est archaïque. Hein. Ils vont refuser cette dépendance et il va peut-être se passer là une capacité entrepreneuriale. Je le dis comme ça. Il va se passer là une capacité entrepreneuriale qui fera que l'économie gitane prendra de vraies valeurs, il y aura de la production de valeur sur Saint-Jean. Et donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix protéger le bâti, le patrimoine de Saint-Jean. Parce qu'il faut attendre l'arrivée de cette nouvelle génération qui saura faire vivre, ce quartier, et ça sera pour le bénéfice de tout le monde, et notamment le bénéfice de l'archipel perpignanais. Alors, ça fait, voilà, l'heure a tourné. J'avais dit qu'à 4 heures je m'en allais, il est 4 heures moins 4. Alors, 4 minutes sur l'université, l'université à Perpignan. Le retour au centre-ville de l'université. T'es un peu universitaire, toi, Alain. Jean-Paul, vous aviez la réputation de ne pas aimer l'université de Perpignan. Oui, non, vous aviez. On parle de réputation. Après, j'ai pas dit que c'était vrai. J'avais une très très bonne relation avec François Ferral. J'avais de très bonnes relations avec Michel Horner. Voilà. J'avais de très bonnes relations. Il n'y avait pas beaucoup de subventions en tout cas. Attendez, ça c'est un autre sujet. Oui. Je pense que c'est pas vrai. On a des 20 000. Tous les projets, on avait tous les projets de développement économique de l'université. Par contre, je considère que l'université, c'est une affaire d'État. Il n'y a aucune raison que les impôts municipaux participent au fonctionnement de l'université. Par contre, sur tous les projets de développement économique, on a toujours été présent. Donc vraiment, je ne sais pas comment on m'a fait cette réputation. Non, mais c'est moi à l'époque qui l'ai fait courir. Hein. C'est normal. Non, ce que je veux, pour revenir à l'outil université au centre-ville, votre point de vue tous les deux. Est-ce que ça peut être utile ou là, on n'a que de la construction et puis, vu qu'ils feront pas plus d'efforts d'échange avec le quartier, qu'elle soit là ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Ou ça ne contribuera qu'à la gentrification qui vira les pauvres. Là, je résume. Hein. Moi, je vais dire comment je ressens ça. Quand on a l'intention d'amener des étudiants et donc un morceau d'université au cœur de Saint-Jacques, il faut se leur donner les moyens et ne pas jouer petit bras. Là, l'idée au démarrage, elle est très bonne. Amener l'université dans un lieu qui est périphérique de Saint-Jacques et qui peut donc servir de jonction, toujours l'archipel, de jonction, de mise en réseau. Je trouve l'idée de départ très bonne. Mais il faut, dans ces cas-là, qu'on se donne une masse critique qui faille que les professeurs et les étudiants n'aient pas le sentiment d'être en mission. Oui, genre en terre adélie, quoi. En terre adélie, hein, et surtout que tous les moyens d'accessibilité soient mis en place. Vous avez lu l'archipel contre-attaque apparemment, parce que j'ai écrit ça. J'ai rien lu. Je vous félicite, hein, Jean-Paul. Très bonne lecture. Franchement, je dis mon point de vue. Donc, moi je disais à partir de 1000. Vous dites à partir de combien d'étudiants? Donc, moi je pense qu'il faut. La masse critique, elle est à combien? Si on prenait la fac de droit, il fallait mettre toute la fac de droit. Ouais. Il peut y avoir des apps, il faut donner l'ambition de toute la fac de droit. D'autant que dans la zone en question, la mairie possède, je ne sais pas combien, 10 ou 15 000 mètres carrés. Quand on regarde, il y a Zola, il y a l'école Roland, il y a bon. Donc on a vraiment toute la matière urbaine pour pouvoir faire là une sorte de mini-campus de très haut niveau, hein, avec une bibliothèque. On n'est pas obligé d'aller transformer le vieux théâtre en salle de conférence. Merci Jean-Paul. C'était pour être sûr. Donc quand on prend cet objectif, qui est un très bon objectif. Ouais. Mais est-ce qu'il faut virer la CGT dans le temps qu'on y est? C'est un très bon objectif, mais à ce moment-là, il faut bâtir le projet.
Et bâtir le projet, il faut lui donner les vraies dimensions. Et les vraies dimensions, c'est de dire, voilà, c'est toute la fac de droit qui, à terme, sera là. Et donc, la bibliothèque sera là, et on se donne les moyens. Et ça, c'est le côté vu du côté des professeurs et de l'université et de l'outil d'enseignement supérieur qui est essentiel. Ensuite, de côté gitan. Si on n'a pas dialogué avec les gitans, comme ça, en permanence. Il me l'a encore confirmé cet été. Et qu'on ne les a pas associés à ce projet, qu'est-ce qui se passe? Ils voient ça comme une horrible agression. Ça y est, on veut nous virer. On veut nous virer. On veut transformer Saint-Jacques en un quartier bobo avec les gitans, les étudiants, etc. Donc, il y a une réaction de la société gitane qui fait qu'on a deux échecs là. Un, les gitans ne sont pas associés au projet et le voient comme une agression. Deux, les professeurs et les étudiants les voient comme une déportation. Et en plus, on n'a pas accompagné le mouvement. La place Rigaud est ni faite ni à faire. La petite épicerie qui s'est mise en place, d'ailleurs j'ai vu qu'elle s'est transformée en brasserie, il y a marqué brasserie maintenant. Oui. Il brasse des gens. Voilà, il brasse des gens et visiblement il ne dit pas qu'avec la vente de yaourt, c'est clair et net. Bon, oui, il y a aussi des bouteilles de lait. Oui, voilà. Et quand on regarde le quartier, il est resté sale. Quand on regarde l'accessibilité, je discutais avec un professeur dont je tairai le nom, mais qui était à notre colloque. Mais qui s'appelle qui était à notre colloque. Ouais. Il me dit, mais j'ai jamais pu prendre la navette parce qu'il faut d'après ce que j'ai compris, il faut réserver avant, etc. C'est pas possible. Il y a visiblement là une très bonne idée qui, malheureusement, risque de ne pas atteindre ses objectifs, et à partir de là, ça sera dramatique, parce qu'on aura tué une idée qui était essentielle, une idée qui était vraiment la bonne idée pour relier l'île Saint-Jacques au reste de l'archipel. C'était parfait comme idée. Oui, parce que la jonction, on le rappelle. On est au voilà, niveau c'est de jonction. le nœud de la rue Émile Zola, on va dire en gros. Mais oui, la rue Émile Zola, c'est la jonction. Hein. Bon, et je suis très inquiet, je le dis net et clair, je suis très inquiet. C'est comme l'histoire de la démolition, on démolit sans avoir de concertation. On croit avoir fait une concertation en ayant fait de réunions préalables. C'est pas ça. La société gitane, elle demande à être dans un dialogue permanent avec la municipalité. C'est pas, on ne se réveille pas la veille d'une démolition, ou la veille d'un projet comme l'université. Il faut que ça soit en permanence. Et je le disais tout à l'heure, je considère personnellement que je n'ai pas assez accéléré la présence de fonctionnaires territoriaux dans le quartier Saint-Jacques, dans le domaine culturel, dans le domaine associatif, dans le domaine économique, dans le domaine administratif. Quand on ferme la petite mairie que j'avais fait pour demander aux gitans d'aller rue du Cassier, c'est clair qu'on perd à nouveau un moyen de dialogue, un moyen de présence permanente sur le quartier. Donc je dis bien, la société gitane demande à être respectée. Il faut à tout prix accélérer la présence humaine dans le quartier de manière à ce que ce dialogue soit permanent et qu'il y ait un impact culturel pour changer les pratiques, changer la relation entre guillemets clientéliste entre la société gitane, ou plutôt quelques familles, et la municipalité. Et à partir de là, quand on a fait ce travail-là, on peut dialoguer sur réhabilitation, rénovation, démolition, reconstruction. On peut dialoguer sur quel grand équipement, l'université, c'est possible, on la met là comment, et dans quelle programmation, et avec quelles actions complémentaires d'accessibilité, de parking, d'habitat, etc. Voilà, le sujet, c'est que un projet urbain, ça demande une cohérence certes fonctionnelle, notamment en accessibilité, une cohérence économique, comment on joue sur l'économie autour et comment on a un impact économique sur le quartier, une cohérence sociale, une cohérence culturelle et surtout qu'il y ait un minimum de jeu démocratique. Un minimum de jeu démocratique. Et ça, on ne l'a pas. Et donc aujourd'hui, je suis très inquiet. Jean-Paul Aduy, merci. Vous devez nous quitter puisque vous avez des obligations. Je vais continuer avec le camarade Tarius. Donc, je rappelais que tu étais universitaire, donc, et en tant que sociologue, la jonction de sociologie à Saint-Jacques, c'est important. Je suis toujours universitaire. Oui, oui. J'ai pas dit le contraire, enfin. Que tu étais. Ah, j'ai dit ça, je m'en veux. Pékaoui, pékaoui. J'ai été élu prof à Perpignan. Oui, je sais, je t'ai eu. Oui, en 1998. Oui.
Et à l'articulation 2020, je me suis enfui. D'accord. Bon, j'ai été élu au mois de juin directeur du département de socio et anthropologie de Toulouse. Ouais. Donc, j'ai rejoint les Toulousains, quoi. Ils étaient venus par séduction d'un chercheur remarquable qui s'appelle Louis Astier-Anturieux, qui de plus était un ami et qui avait des liens très étroits avec Barcelone, mais la centrale, l'université centrale, pas l'UAB. L'UAB, c'est l'université autonome. Oui. Il y a 4 universités en gros à Barcelone. Voilà. Il y a des privés, il y a des publics. Voilà. Ce qu'on appelle la centrale, c'est l'université dite nationale. Et un excellent réseau de collègues que j'avais déjà pressentis à Tarragone, jusqu'à Alicante. Ici, je me suis trouvé devant, nous étions 2 profs et 4 maîtres de conf. Aucun labo CNRS. Il faut une masse minimale. Alors, on nous a dit qu'il y a des points d'excellence. Bien sûr, en droit, par exemple, avec Montpellier, ils ont développé intelligemment des labos communs, etc. Truc marin, quoi. Oui. Océanographique, je sais pas quoi. Avec Bagnous et Paris 1, ils ont développé à Perpignan un laboratoire remarquable, quoi. Mais la pauvre section de sociaux de Perpignan était dans un état lamentable, quoi. Mais parce que là, ils auraient pu l'utiliser pour mener une enquête sur Saint-Jacques pour l'installation de l'université. Ça me semblait évident. Ah, voilà, ça te fait rire. Bah, bravo. C'est dire où tu les places. Non, ne le dis pas. Non, mais j'ai pas de mépris pour les anciens de Perpignan. Oui. Mais la masse la plus critique soit-il pour développer de véritables initiatives collectives en matière de sciences sociales n'était absolument pas atteinte, quoi. Et bien loin d'être atteinte, quoi. Donc la masse, c'est combien? Donc j'ai rejoint des labos que je connaissais déjà. Donc à Toulouse, parce qu'il y a Airbus, tout ça. Où on m'a élu directeur, il y avait 2700 étudiants, 114 enseignants et 6 labos CNRS, quoi. On peut immédiatement lancer bien autre chose, quoi. Évidemment, quoi. Alors tu pourras me dire, mais il fallait s'y mettre. Mais il fallait s'y mettre, tu vois, je te l'ai dit. Non. Les clientélismes que je dénonçais à l'époque dans la société politique, j'ai pas parlé de la mairie. Oui. Parce que Jean-Paul n'est pas encore parti en fait. Non, parce que je voulais avoir la réponse sur comment tu ressens l'université, l'arrivée de l'université à Saint-Jacques. Oui, voilà. Je voulais à tout prix avoir ta réponse, parce qu'on n'en a pas parlé de ça. En 98, il en était question. En 98, il en était question. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, on m'aurait dit, parce que Pavageau, qui était le directeur, allait partir à la retraite. On m'aurait dit, Alain, tu prends en charge la section, et puis vous allez aller à Saint-Jacques. J'y allais. Je restais à Perpignan, parce qu'il y avait un chantier magnifique, et je sais que je pouvais faire venir des camarades de labo CNRS, de Toulouse, d'Aix-en-Provence. Parce que la richesse est à Saint-Jacques, en fait. Après, ils ne savent pas l'exploiter. Et dans Perpignan et à Saint-Jacques. D'accord. Un chantier permanent pour les étudiants. On pouvait le faire à ce moment-là progressivement, c'est-à-dire qu'on pouvait commencer par la sociologie. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Pas du tout. Mais il n'y a pas de projet derrière non plus. Il fallait un bâtiment à 8 millions
Et on mettait le droit parce que c'est prestigieux qu'on veut regentrifier. Je dis ça vite. Hein. Je me suis enfui. J'ai la sociologie brutale, c'est pour ça que... Assez entre eux, s'est enfui l'année suivante. Au revoir Jean-Paul. Allez, au revoir. Donc, est-ce que tu devrais pas retourner à Saint-Jacques, si j'ose dire? J'avais des liens très étroits à l'époque avec une militante de la cause gitane qui s'appelait Rose Jiménez. Oui, fameuse. Et qui m'a introduit dans des milieux à Gérone, à Barcelone, à Perpignan, ces tournées dont je parle, etc. Et qui se dépensaient sans compter, y compris les rivalités terribles entre groupes gitans. Oui, parce qu'il n'y a pas un bloc gitan, même à Saint-Jacques. Pas du tout. Voire surtout à Saint-Jacques. J'ai cru distinguer cet été qu'il y a une différence entre le clan Jiménez et les gens qui vivent dans la caserne. Mais à l'époque, le clan Jiménez était partagé. Rose Jiménez, tout en étant parente avec Nick Jiménez, voilà. le dénonçait carrément pour être l'esclave de Lucky Luke qui vient de le quitter. Quoi. Oui, voilà, d'accord. Bref. Mais moi, elle m'avait vraiment introduit partout, permis de voyager avec les gitans, y compris avec Néné et d'autres pasteurs gitans de l'époque, dans les grands pèlerinages, etc. Elle-même habitait au Vernet. Sa sœur était l'épouse du Jiménez dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec un X. Avec un X. Donc, j'avais un lien vraiment à la fois d'admiration pour cette personne et pour son combat et de fidélité. C'est-à-dire, je n'allais pas vers d'autres groupes d'opinion, bien d'opinion, parce qu'ils étaient frères et sœurs gitans. Quoi. Par contre, après, ensuite, mon terrain principal de recherche, c'est depuis 1987. Oui, voilà. 1987. T'es en pleine forme pour ton âge, dis donc. C'est les réseaux méditerranéens européens de l'économie souterraine. Quoi. Aussi bien... Donc on a... Parce que on t'a connu sur la drogue et la prostitution, on avait fait des conférences, etc. Oui. Mais il y a des économies, donc des produits manufacturés, on va dire, sur aussi, et des médecins, et des mondes parallèles, quoi. Sur la très grande économie de l'électronique asiatique. Voilà, parce que l'usine du monde, c'est la Chine. Non. Non, ah, mon Dieu. Complètement faux. Les réseaux principaux, jusqu'il y a 3 années, jusqu'à Lenovo, j'en parlais tout à l'heure, principaux, c'est Japon, Philippines, Hong Kong, Taïwan, ce qu'on appelle sud-est asiatique, donc abstraction faite de la Chine continentale. D'accord. D'accord. Ces réseaux alimentent Dubaï et d'autres émirats du Golfe en toutes sortes de marchandises hors taxe, hors contingentement. Ils rentrent à Dubaï, par exemple, en 2006, ils rentraient à Dubaï 250 000 appareils photographiques Sony. X100 ou quelque chose comme ça. 25 000, un dixième, se vendaient à Dubaï. Les autres s'évaporaient. S'évaporer, c'est élégant, c'est poétique. S'évaporer par bateau vers les ports de la mer Noire, Zonguldak en Turquie,
Sochi, en Russie. Bref, 4 ou 5 ports de la mer Noire. Et à partir de là, étaient négociés par plusieurs dizaines de milliers d'Afghans et de Syriens qui en prenaient possession et ensuite confiaient à un certain nombre de passeurs dans des bateaux touristiques de la mer Noire qui sans arrêt font le tour des villes et des principaux ports de la mer Noire, dont une escale importante est Trabzon, Trabzon. Oui. Et puis aussi le port géorgien de Poti, à côté de la frontière. Donc là, on est sur la mer Noire. Oui, c'est le nord, oui, mais c'est vrai. Non, mais je le redis pour les gens qui Oui. Voilà. modélisent Oui, bah, la cartographie. c'est Parce que... pour ça. Et tout ça passe par notamment Varna, qui est le port le plus connu. Alors Varna, c'est la Roumanie. Bulgarie. Non, Bulgarie, autant pour moi, tu as raison. C'est pas trop loin de la Roumanie. En Roumanie, il y a Constanța. Mais pour des raisons, je ne vais pas rentrer là. Ouais, non. C'est la Roumanie, donc pays qui fait partie de l'Europe, qui était attributaire de ces flux, qui s'organisaient cosmopolitiquement, mais vraiment par mélange de Russes, d'Ukrainiens, de Géorgiens, de Turcs, de Syriens, passé par Sofia, la capitale de Bulgarie, un très grand quartier dans lequel étaient implantées environ 1 millier d'entreprises syriennes. Et puis ensuite, on crée les réseaux vers Tetovo, le Kosovo, l'Albanie, Skodra en Albanie, Durrës, le port d'Albanie, passage vers Brindisi et Bari, remontée à Gênes et Turin, la côte française et le vent espagnol, quoi. Voilà. Je travaillais là-dessus depuis 1985. Je n'ai jamais arrêté. Oui, ben. Et quand j'étais à Perpignan, mon principe, c'est là où j'étais à l'université, j'ouvrais un œil sur le local, oui. Sur le local et la présence ou non de ces transmigrants, que j'appelle transmigrants, transmigrants de l'économie souterraine mondialisée, quoi. Et donc il y a des traces ici. Oui, il y en avait, j'en parle en fin de siècle certaines. Et voilà, et dans les livres postérieurs, parce que tu as écrit entre-temps pas mal de bouquins. Avant, le bouquin que j'ai écrit qui a été le plus distingué, c'est La mondialisation par le bas. Nomade dans l'économie souterraine européenne. Il s'est vendu à 15 000 exemplaires. Chez Balin, c'était. Il a été très cité. Ah, si tu veux savoir, quelle est l'influence d'un chercheur sur un public de recherche? Tu regardes Google Scholar. Google Scholar, SCH, Scholar. En anglais donc, pour l'orthographe, je veux dire. Et ensuite, tu fais le nom, Interlius ou David Giban, ou qui tu veux, quoi. Et tu as un coefficient qui t'appartient, qui apparaît, qui sont les citations dans les revues scientifiques ou les ouvrages des auteurs concernés. Voilà. En gros, moins de 150 citations, on considère que c'est des chercheurs débutants. Jusqu'à 400, c'est des chercheurs reconnus nationalement. Au-delà de 400 jusqu'à 700, des chercheurs qui commencent à avoir une audition internationale. Et puis au-delà de 700, une reconnaissance de plus en plus
international. À Perpignan, les anciens chercheurs ont entre 75 et 150 citations. Giban a plus de 400 citations. Salah, Raymond Salah, Oui. en a plus de 700. En histoire, donc. Oui, en histoire. Giban, c'est un géographe. C'est un géographe. Voilà, non, c'est pour replacer dans le... Un géographe de l'aménagement, Voilà. de la ville. Quoi. Il avait fait un micro-rapport sur le TGV. Oui. Et comme quoi, les gens auraient dû le lire, comme ça, ils ne feraient pas les étonner. Enfin, en passant, ça, c'est... Oui. Il est extrêmement intéressant. Et un article post-émeute aussi, Oui, oui. dans la revue Hérodote, si mes Oui, souvenirs très sont bien. exacts. Oui. Voilà. Pour ma part, il se trouve que j'ai 4200 citations. Quoi. Donc, tu es une espèce de maréchal soviétique de la recherche. Tu peux le dire comme ça, mais c'est malgré moi. C'est les gens qui me lisent. On n'oblige personne en milieu scientifique, on n'oblige personne de te citer, tu vois. Donc c'est pas un livre de branque, c'est ce que tu es en train de me dire. Il y a du travail là-dedans, c'est pas des inventions. Ce que je veux dire, sur mes recherches longues, je suis hyper connu internationalement dans les milieux scientifiques. Et c'est donc ces recherches-là que j'ai poursuivies longtemps et que je poursuis encore maintenant pour un prochain bouquin. Quoi. Et voilà. Donc, alors le prochain bouquin, voilà. Perpignan, pour moi, c'est de temps en temps des arrêts sur étapes des réseaux. Comme on fait un carottage dans la glace en Antarctique, on y revient. Un peu ça, voilà. Et donc, tu vois, laboratoire social, le titre le dit, quoi. Alors montre-le. Donc ça s'appelle Perpignan, laboratoire social et urbain, modernisation d'une ville pauvre et cosmopolite. Préface Jean Viard, ce que pas mal. Jean-Paul Alduy, Alain Tarius, Bibliothèque des territoires. Et c'est aux éditions de l'Aube. Et postface de Rachid Yassine, qui est un remarquable chercheur perpignanais, qui est très jeune et qui est déjà, si on croit à Google Scholar, à plus de 400 citations. D'accord. Bientôt maréchal soviétique aussi. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais je plaisante, c'est pour le nombre de médailles, non le nombre de citations. Non, il n'y a pas de médaille. Mais dans la recherche, surtout au niveau international, personne n'est en position d'ordonner la citation et la reprise. D'accord. Et on s'arrêtera là. Alain Tarius et Jean-Paul Alduy, même s'il est parti, merci à tous les deux. On se revoit bientôt pour la suite de vos aventures, parce que c'était peut-être long, mais encore, il y en a sous le pied. Merci.